Un milliardaire a vu la jeune femme de chambre compter des pièces pour payer le ticket de bus dans l'entrée latérale de l'hôtel cet après-midi-là. Il s'était arrêté net, fasciné par la concentration qui se lisait sur son visage. Ses doigts fins manipulaient chaque pièce avec une délicatesse presque rituelle, comme si chacune représentait bien plus que sa simple valeur monétaire. Le soleil couchant traversait la baie vitrée, baignant la scène d'une lueur dorée qui semblait isoler cet instant du reste du monde. Alexandre Rivière, 43 ans, habitué à ce que le monde s'incline devant lui, se sentit soudain invisible. Une sensation oubliée, presque nostalgique. La jeune femme ne l'avait pas remarqué, absorbée dans ses calculs, ses lèvres remuant silencieusement tandis qu'elle comptait. Sa posture trahissait une certaine anxiété, celle de quelqu'un pour qui chaque centime compte. Son uniforme gris, impeccablement repassé malgré l'heure tardive de sa journée, portait un badge où était inscrit simplement « Élodie ». Il aurait pu continuer son chemin vers la limousine qui l'attendait. Il aurait dû le faire. Pourtant, quelque chose dans cette scène ordinaire l'avait figé sur place, comme si un photographe invisible avait capturé cet instant pour l'obliger à le contempler pleinement. Le contraste était saisissant. Lui, dans son costume sur mesure, à 20 000 €, observant cette femme qui comptait ses pièces pour un ticket de bus à 2,50 €. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Que pensez-vous qu'il va se passer entre ces deux personnages que tout semble séparer? Partagez vos impressions dans les commentaires et poursuivons ensemble cette aventure. « Excusez-moi », dit-il enfin, surpris par sa propre impulsion. La jeune femme sursauta, faisant tomber quelques pièces qui tintèrent sur le marbre du sol. Immédiatement, elle s'accroupit pour les ramasser, une rougeur visible sur ses joues, même dans la semi-pénombre du couloir. « Je suis désolée, monsieur », murmura-t-elle avec un accent qu'il ne put immédiatement identifier. « Je ne devrais pas, je vais partir tout de suite. »« Non, attendez », répondit Alexandre en s'agenouillant à son tour pour l'aider, ignorant le fait que son geste risquait de froisser son pantalon parfaitement taillé. « C'est moi qui vous ai fait peur. » Leurs mains se frôlèrent en attrapant la même pièce, et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Alexandre fut saisi par l'intensité des yeux d'Élodie, d'un vert profond, parsemé de paillettes dorées, mais surtout empreint d'une dignité qui le déstabilisa. « Vous n'avez pas à vous excuser, » dit-elle, en se redressant rapidement, serrant son petit trésor dans sa paume. « Je ne devrais pas m'attarder ici après mon service. »« Vous rentrez chez vous ?» demanda-t-il, se surprenant à vouloir prolonger cet échange. Elle hocha la tête, méfiante. « Oui, monsieur. »« En bus ?» Un autre hochement, plus hésitant cette fois. Elle semblait se demander pourquoi un homme comme lui s'intéressait à son moyen de transport. « Il fait nuit », constata-t-il inutilement. « Et il commence à pleuvoir. » En effet, des gouttes s'écrasaient maintenant contre les fenêtres, annonçant l'averse imminente que la météo avait prédite pour la soirée. « J'ai l'habitude », répondit-elle simplement, redressant légèrement les épaules dans un geste qui trahissait une fierté innée. Alexandre se surprit à admirer cette résilience tranquille. Combien de personnes dans son entourage se plaindraient amèrement d'avoir à marcher sous la pluie, ne serait-ce que quelques mètres. « Ma voiture est dehors, dit-il. Puis voyant son expression s'assombrir, il ajouta rapidement. « Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je suggère simplement de vous déposer. Aucune obligation, bien sûr. » Élodie serra son sac un peu plus, fort contre elle. Ses yeux scrutèrent son visage, comme si elle cherchait à y lire ses véritables intentions. « C'est très gentil, monsieur, mais je ne voudrais pas vous déranger. Et puis, le bus passe dans quelques minutes. »« Ce n'est pas un dérangement, » insista-t-il doucement. « En fait, vous me rendriez service. » Elle haussa un sourcil interrogateur. « Comment cela ? » « J'ai passé la journée entouré de personnes qui acquiescent à tout ce que je dis, qui rient à mes plaisanteries, même quand elles ne sont pas drôles, qui prétendent partager mes opinions avant même que je les exprime. Une conversation normale serait rafraîchissante. » Cette explication sembla la surprendre, et pour la première fois, un léger sourire éclaira son visage. « Je ne suis pas certaine d'être la meilleure compagnie pour une conversation stimulante, monsieur. Ma journée a consisté à changer des draps et à nettoyer des salles de bain. »« Justement, » répondit-il, « voilà qui change des discussions sur les fluctuations boursières et les fusions-acquisitions. » L'averse redoubla d'intensité, transformant la perspective d'attendre le bus en une expérience peu enviable. Élodie jeta un regard vers l'extérieur, puis à nouveau vers Alexandre. « Très bien, » céda-t-elle finalement, « si cela ne vous dérange vraiment pas, mais je n'habite pas tout près. »
Parfait, je m'appelle Alexandre, au fait. Je sais qui vous êtes, monsieur Rivière, répondit-elle, et il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son nom qui le fit se sentir étrangement vulnérable. Ils sortirent ensemble par l'entrée de service, Alexandre tenant son parapluie au-dessus d'eux deux. Sa limousine était garée un peu plus loin, et il fit signe à son chauffeur qui attendait, impassible. « Monsieur ?» s'étonna ce dernier en voyant approcher son employeur en compagnie d'une femme de chambre. « Victor, nous allons raccompagner mademoiselle chez elle », annonça Alexandre d'un ton qui n'invitait pas aux questions. Le chauffeur hocha la tête et ouvrit la portière arrière. Élodie hésita une fraction de seconde avant de monter, visiblement mal à l'aise dans cet environnement luxueux. « Votre adresse ?» demanda Alexandre une fois installé à côté d'elle. « 27 rue des Artisans, à Montfermeil », répondit-elle doucement. Victor programma la destination dans le GPS sans commentaire, mais Alexandre nota son léger froncement de sourcils. Montfermeil, une banlieue difficile, à près d'1 heure de Paris en transports en commun. La limousine s'engagea silencieusement dans la circulation parisienne, isolant ses occupants du bruit de la pluie et de la ville. À l'intérieur, le silence s'installa, uniquement troublé par le discret ronronnement du moteur. « Depuis combien de temps travaillez-vous au Bristol ?» demanda finalement Alexandre, cherchant à briser la glace. « 3 ans, répondit Élodie en regardant par la fenêtre les lumières de Paris qui défilaient. « J'ai commencé juste après mon arrivée en France. Vous n'êtes pas française d'origine ? Je suis né au Sénégal, à Dakar. » Alexandre observa son profil à la dérobée. Cela expliquait cette dignité naturelle qu'il avait remarquée, cette façon de se tenir. Dans son expérience, les personnes qui avaient connu des parcours difficiles possédaient souvent cette qualité particulière. « Et qu'est-ce qui vous a amené à Paris ?» Elle tourna la tête vers lui, et il se rendit compte que sa question était peut-être trop personnelle. « Les mêmes raisons que beaucoup d'autres, l'espoir d'une vie meilleure, » répondit-elle simplement. Puis, après une hésitation, « Et vous ? Vous êtes né dans tout ce… » Elle fit un geste englobant l'intérieur luxueux de la voiture. « Tout cela ?» Alexandre ne put s'empêcher de sourire. Voilà bien longtemps que quelqu'un ne lui avait pas posé une question aussi directe. « Non. Mon père était ouvrier dans une usine automobile et ma mère institutrice. J'ai grandi dans un HLM à Sarcelles. » Elle le regarda avec surprise, cherchant visiblement à déterminer s'il plaisantait. « C'est vrai, » affirma-t-il. « Les journaux économiques préfèrent raconter l'histoire du jeune prodige qui a bâti un empire à partir de rien, mais la vérité est plus nuancée. J'ai eu de la chance, des opportunités, et j'ai travaillé dur. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Pourtant, vous séjournez au Bristol, remarqua-t-elle sans agressivité, juste avec une curiosité sincère. Je n'y séjourne pas vraiment. J'y ai des bureaux pour certaines réunions. Mon appartement est à quelques rues de là. » La voiture s'engagea sur le périphérique, laissant derrière elle les quartiers chics de la capitale. Alexandre fut frappé par l'ironie de la situation. Lui qui passait habituellement ses soirées dans des restaurants étoilés ou des réceptions mondaines, se retrouvait dans sa limousine avec une femme de chambre qu'il raccompagnait dans une banlieue difficile. « Vous avez de la famille à Paris ?» demanda-t-il. Une ombre passa sur le visage d'Élodie. « Ma fille, Aminata, elle a 6 ans. » Cette révélation le surprit, bien qu'il n'eût su dire pourquoi. Et son père? Dès que la question franchit ses lèvres, il la regretta. Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il rapidement. « C'était indiscret. » Elle secoua légèrement la tête. « Ce n'est rien. Son père est resté au Sénégal. Nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps. » Le silence retomba dans l'habitacle, plus pesant cette fois. Alexandre se maudit intérieurement d'avoir gâché l'atmosphère avec sa curiosité déplacée. « Et vous ?» demanda soudain Élodie, le surprenant. « Vous avez une famille ?»« Divorcé, » répondit-il. « 2 fois, en fait. Pas d'enfant. Le travail a toujours pris le dessus, je suppose. »« C'est dommage, » dit-elle simplement. « Vous trouvez ? Les enfants nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie. » Alexandre médita ces paroles, tandis que la limousine quittait le périphérique pour s'enfoncer dans la banlieue. Les immeubles devenaient plus gris, plus imposants, les rues moins bien entretenues. Ce paysage lui était jadis familier, mais il réalisa qu'il ne l'avait plus vraiment regardé depuis des années. « C'est ici », indiqua Élodie, alors que la voiture ralentissait devant un immeuble défraîchi mais propre. Victor s'arrêta et s'apprêta à sortir pour ouvrir la portière, mais Alexandre l'en empêcha d'un geste. « Merci pour le trajet », dit Élodie en rassemblant ses affaires. « Vous m'avez épargné 1 heure de transport et une douche non désirée.
Ce fut un plaisir, répondit sincèrement Alexandre. Puis, suivant une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, seriez-vous libre pour dîner un soir, pour poursuivre cette conversation? Le regard qu'elle lui lança était indéchiffrable. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Rivière, nos mondes sont trop différents. Justement, insista-t-il doucement. N'est-ce pas ce qui rend les échanges intéressants? Elle sembla réfléchir un instant, puis secoua la tête. Je vous remercie pour votre gentillesse, mais je dois décliner. Bonne soirée. Elle sortit rapidement de la voiture et se dirigea vers l'entrée de l'immeuble sans se retourner. Alexandre la regarda disparaître, étrangement déçu. « On rentre, monsieur » demanda Victor. « Oui » répondit-il distraitement, les yeux toujours fixés sur la porte de l'immeuble. « On rentre » Mais alors que la limousine s'éloignait, Alexandre savait déjà que quelque chose en lui avait changé. Cette brève rencontre, aussi anodine qu'elle puisse paraître, avait fissuré le vernis de sa vie soigneusement orchestrée, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une sensation étrange. Son penthouse avec vue sur la tour Eiffel lui sembla soudain trop grand, trop vide. Son esprit revenait sans cesse à cette femme de chambre, comptant ses pièces, à sa dignité tranquille, à ce regard vert parsemé d'or. Il se prépara mécaniquement pour sa journée, écoutant d'une oreille distraite les informations économiques que lui lisait son assistant personnel tandis qu'il prenait son petit déjeuner. Des chiffres, des pourcentages, des prévisions de croissance. Son monde habituel semblait aujourd'hui dépourvu de substance. « Monsieur, vous m'écoutez » demanda finalement son assistant, surpris par son manque de réaction à l'annonce d'une fluctuation importante sur un marché asiatique. « Bien sûr, Paul, » mentit-il. « Continuez. » Mais son esprit était ailleurs, à Montfermeil pour être précis. À 10 heures, il avait une réunion importante avec des investisseurs saoudiens au Bristol. Il s'y rendit avec une demi-heure d'avance, prétextant vouloir revoir certains dossiers. En réalité, il espérait apercevoir Élodie. Le hasard lui fut favorable. Alors qu'il traversait un couloir menant aux salles de conférence, il la vit sortir d'une chambre, poussant un chariot de nettoyage. Elle portait le même uniforme gris que la veille, ses cheveux soigneusement tirés en arrière, en un chignon strict. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Alexandre hésita. Que voulait-il au juste? Pourquoi cette femme occupait-elle ses pensées de cette façon? Il était sur le point de faire demi-tour quand elle leva les yeux et le vit. La surprise se lut sur son visage, suivie d'un léger froncement de sourcils. Elle jeta un regard autour d'elle, visiblement inquiète que quelqu'un les observe ensemble. « Bonjour, Élodie » dit-il en s'approchant. « Monsieur Rivière » répondit-elle formellement. « Je vous remercie encore pour hier soir. » Ce n'était rien vraiment. Un silence gêné s'installa entre eux. Alexandre se sentait comme un adolescent maladroit. « Je voulais vous demander... » commença-t-il, puis s'interrompit, incertain. « Oui, votre fille, Aminata. Elle a 6 ans, c'est ça ?» Élodie acquiesça, surprise par cette question. « Elle aime lire? Les livres pour enfants, je veux dire. »« Elle adore ça, » répondit Élodie, un sourire sincère illuminant soudain son visage. « Elle commence tout juste à lire seule, mais elle a toujours aimé qu'on lui raconte des histoires. J'ai pensé... » Alexandre sortit de sa poche une carte cadeau. « C'est pour la librairie jeunesse, Le Petit Prince, près des Champs-Élysées. » Je me suis dit que cela pourrait lui faire plaisir. Élodie regarda la carte sans la prendre, son expression désormais indéchiffrable. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. La question prit Alexandre au dépourvu. Pourquoi, en effet? Il n'en était pas certain lui-même. « Je suppose que j'ai été touché par votre dévouement envers elle, » répondit-il finalement. « Ce n'est pas grand-chose, vraiment. »« C'est très généreux, » dit-elle, toujours sans prendre la carte. « Mais je ne peux pas accepter. »« Ce n'est pas pour vous, c'est pour votre fille, » insista-t-il. « S'il vous plaît. » Quelque chose dans son ton dut la convaincre, car après un moment d'hésitation, elle tendit la main et prit la carte. « Merci, » dit-elle simplement. « Aminata sera ravie. »« J'en suis heureux, » répondit-il sincèrement. Un appel sur son téléphone interrompit ce moment. C'était Paul, lui rappelant que ses investisseurs arrivaient. « Je dois y aller, » dit-il à regret. « Mais j'aimerais vraiment continuer notre conversation. D'hier, peut-être. Autour d'un café, quand vous aurez un moment. » Élodie sembla sur le point de refuser à nouveau, mais quelque chose la fit hésiter. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez parler avec n'importe qui. »« Précisément parce que vous posez ce genre de questions, » répondit-il. « Et parce que vous n'avez pas peur de me dire non. »
Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « D'accord, dit-elle finalement. Un café. Mais dans un endroit normal, pas dans un palace 5 étoiles. Promis, sourit-il. Demain, après votre service? Je termine à 16 h le jeudi. Parfait, je vous attendrai à l'entrée de service. Son téléphone sonna à nouveau. Allez-y, dit-elle. Vos millions vous attendent. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, mais pas de méchanceté. Alexandre sourit et s'éloigna vers sa réunion, se sentant étrangement léger. La journée passa comme dans un brouillard. Il participa à sa réunion, signa des contrats, donna des instructions, mais son esprit revenait sans cesse à ce rendez-vous du lendemain. Un simple café avec une femme de chambre, pourquoi cela lui semblait-il plus important que la fusion à plusieurs milliards qu'il négociait actuellement? Le soir venu, de retour dans son penthouse, Alexandre se surprit à regarder différemment son intérieur designé par un décorateur célèbre. Tout était parfait, impersonnel, comme une page de magazine. Rien ne racontait vraiment qui il était. Comparé à l'appartement qu'il avait entrevu, brièvement à Montfermeil, modeste mais habité, vivant, le sien ressemblait à une coquille vide. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa dernière conquête en date, une mannequin internationale avec qui il entretenait une relation sans profondeur depuis quelques semaines. Il laissa la sonnerie retentir sans répondre, soudain désintéressé. À la place, il se servit un verre de whisky et s'approcha de la baie vitrée. Paris s'étendait à ses pieds, scintillante et indifférente. Quelque part, là-bas, dans un petit appartement de banlieue, une femme de chambre racontait peut-être une histoire à sa fille de 6 ans. Cette pensée le fit sourire. Le jeudi après-midi, Alexandre attendait près de l'entrée de service du Bristol, ayant prétexté un rendez-vous pour s'échapper d'une interminable réunion budgétaire. Il avait délibérément opté pour une tenue plus décontractée, un jean et une chemise simple sous un blouson de cuir, afin de ne pas mettre Élodie mal à l'aise. À 16h05, elle apparut, ayant troqué son uniforme contre un jean slim et un pull bleu ciel qui mettait en valeur son teint et ses yeux. Ses cheveux, libérés du chignon réglementaire, tombaient en boucles souples sur ses épaules. Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle, bien différente des femmes sophistiquées qui peuplaient habituellement son entourage. « Bonjour », dit-elle avec un léger sourire, visiblement surprise par sa tenue. « Vous êtes différent. En mieux ou en pire ?» demanda-t-il amusé. « Disons plus accessible », répondit-elle diplomatiquement. « Où allons-nous ? J'ai pensé à un petit café dans le Marais, simple mais avec d'excellentes pâtisseries. Cela vous convient ?» Elle acquiesça. « Parfaitement. J'ai demandé à Victor de nous déposer », ajouta-t-il en désignant la limousine garée un peu plus loin. Voyant son expression, il précisa « Juste pour le trajet. Nous reviendrons en métro si vous préférez. »« Le métro sera parfait », confirma-t-elle. Dans la voiture, Élodie semblait plus détendue que la veille. Elle regardait par la fenêtre avec curiosité, comme si elle redécouvrait Paris. « Votre fille a apprécié les livres ?» demanda Alexandre. Le visage d'Élodie s'illumina instantanément. Énormément. Nous sommes allés à la librairie samedi dernier. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle pouvait choisir tous les livres qu'elle voulait. Elle a finalement opté pour une collection d'histoires africaines et quelques albums illustrés. Elle vous a même dessiné un remerciement. Elle fouilla dans son sac et en sortit une feuille pliée qu'elle lui tendit. Alexandre l'ouvrit précautionneusement pour découvrir un dessin coloré représentant ce qui semblait être un homme en costume à côté d'une petite fille tenant des livres. En dessous, une écriture enfantine avait tracé « Merci pour les livres, monsieur. C'est adorable, dit-il, sincèrement touché. Vous la remercierez pour moi. Elle aimerait vous remercier elle-même, dit Élodie, puis sembla immédiatement regretter ses paroles. J'en serais ravi, répondit Alexandre sans hésitation. Un silence confortable s'installa jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un petit café à la devanture patinée par le temps. L'intérieur était chaleureux, avec des tables en bois usées et des banquettes en cuir craquelé. Rien à voir avec les établissements étoilés qu'Alexandre fréquentait habituellement, mais l'odeur de café fraîchement moulu et de pâtisserie tout juste sortie du four était irrésistible. Ils s'installèrent à une table dans un coin tranquille. Une serveuse d'un certain âge vint prendre leur commande sans manifester la moindre déférence particulière envers Alexandre, ce qui sembla amuser Élodie. « Un café noir et une part de tarte aux pommes », commanda-t-il. « Un thé à la menthe et un éclair au chocolat, s'il vous plaît », ajouta Élodie. Une fois la serveuse éloignée, ils se retrouvèrent face à face, soudain un peu gênés. « Alors, commença Alexandre, racontez-moi votre
Parcours. Comment une Sénégalaise se retrouve-t-elle femme de chambre au Bristol? Élodie haussa légèrement les épaules. C'est une longue histoire, pas particulièrement originale. J'étais étudiante en lettres à Dakar. J'ai rencontré le père d'Aminata, un homme charmant qui s'est révélé beaucoup moins charmant une fois que je suis tombée enceinte. Elle fit une pause, tandis que la serveuse déposait leur commande. Mes parents m'ont soutenue pendant ma grossesse, mais ils sont décédés dans un accident de voiture peu après la naissance d'Aminata. Je me suis retrouvée seule avec un bébé, des études inachevées et peu de perspectives. Elle but une gorgée de thé avant de poursuivre. Ma tante vivait en France depuis des années. Elle m'a proposé de venir la rejoindre. M'a parlé des opportunités que je pourrais y trouver pour Aminata. J'ai vendu le peu que je possédais et nous sommes partis. Et votre tante vous a aidé à vous installer? Une ombre passa sur le visage d'Élodie. Elle est tombée malade peu après notre arrivée. Un cancer. Elle est décédée 6 mois plus tard. J'ai dû me débrouiller seule. Alexandre l'écoutait, impressionné par sa résilience. Comment avez-vous trouvé ce travail au Bristol? Par chance, sourit-elle. J'avais enchaîné plusieurs petits boulots, principalement du ménage chez des particuliers. Un jour, j'ai nettoyé l'appartement d'une dame qui s'est avérée être la responsable du personnel au Bristol. Elle a remarqué mon travail méticuleux et m'a proposé un essai. 3 ans plus tard, je suis toujours là. Et vous aimez ce que vous faites? La question sembla la surprendre. Aimer est un grand mot. C'est un travail stable, correctement payé, avec des horaires qui me permettent de m'occuper d'Aminata. Les conditions sont bonnes, je suis respectée. Dans ma situation, c'est déjà beaucoup. Elle le regarda droit dans les yeux. Et vous? Aimez-vous ce que vous faites? Cette fois, ce fut Alexandre qui fut pris au dépourvu. Je n'y pense pas vraiment en ces termes, admit-il. C'est ma vie. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. Je l'ai fait grandir, diversifier. Mais est-ce que cela vous rend heureux? Insista-t-elle doucement. Alexandre considéra la question sérieusement, réalisant qu'on ne la lui avait pas posée depuis des années. Peut-être même ne se l'était-il jamais posé lui-même. Il y a des moments exaltants, répondit-il finalement. Des deals conclus après des mois de négociations, des projets qui se concrétisent contre toute attente. Mais heureux? Je ne sais pas. Il goûta sa tarte, cherchant ses mots. Parfois, je me demande ce qui se passerait si tout s'arrêtait demain. Si je perdais tout, qui me resterait? Qu'aurais-je accompli de vraiment significatif? Il secoua la tête, surpris par sa propre candeur. Désolé, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Ne vous excusez pas, dit Élodie. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un dans votre position se poser ce genre de questions. Dans ma position? Un homme puissant, riche, admiré. J'imagine que la plupart des gens dans votre entourage vous envient et supposent que vous avez tout ce qu'on peut désirer. Et ce n'est pas le cas? Élodie sourit. Si vous me posiez la question il y a quelques années, j'aurais probablement dit oui. Mais maintenant, je pense que le bonheur se trouve ailleurs. Dans les liens qu'on tisse, les moments qu'on partage, le sentiment d'être utile à quelqu'un. Elle mangea une bouchée de son éclair avant d'ajouter « Vous avez sans doute construit des immeubles impressionnants. Mais avez-vous construit une vie qui vous ressemble vraiment? » La question resta suspendue entre eux, dérangeante et pourtant nécessaire. Alexandre réalisa qu'il commençait à apprécier cette façon qu'avait Élodie de le pousser dans ses retranchements sans agressivité, juste avec une honnêteté tranquille. « J'ai toujours pensé que le succès professionnel était la clé, » dit-il, pensivement. « Venant d'où je viens, devenir quelqu'un, prouver ma valeur, c'était primordial. Peut-être ai-je oublié de me demander ce que je voulais vraiment, au fond. Il n'est jamais trop tard pour se poser la question, suggéra-t-elle. Leur conversation dériva vers des sujets plus légers, leurs goûts musicaux, les endroits qu'ils aimaient à Paris, les livres qui les avaient marqués. Alexandre fut surpris de découvrir qu'Élodie était une lectrice passionnée qui profitait de ses trajets en bus pour dévorer des classiques de la littérature mondiale. « La lecture me permet de voyager sans bouger », expliqua-t-elle, et de garder mon esprit actif, même si mon corps est occupé à des tâches répétitives. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Le café commençait à se vider quand Alexandre jeta un œil à sa montre. « Il est déjà 19 heures !» s'exclama-t-il, surpris. Élodie sursauta. « Je dois rentrer. La babysitter ne peut pas rester après 20 heures. »« Je vous raccompagne », proposa immédiatement Alexandre. « Ce n'est pas nécessaire », commença-t-elle, mais il l'interrompit gentiment. « J'insiste, je ne serai pas tranquille sinon. » Ils prirent le métro, une première pour Alexandre depuis des années. Élodie semblait amusée de le voir observer avec curiosité
cet univers quotidien pour des millions de Parisiens, mais étrangers pour lui. Vous vous sentez comme un explorateur en territoire inconnu, le taquina-t-elle, alors qu'ils étaient serrés dans une rame bondée. Complètement, admit-il en riant. Mais j'ai une excellente guide. À Montfermeil, alors qu'ils approchèrent de son immeuble, Élodie ralentit soudain le pas. Alexandre, dit-elle, utilisant pour la première fois son prénom. Je dois vous dire quelque chose. Son ton sérieux l'inquiéta. Je vous écoute. J'ai beaucoup apprécié cet après-midi. Vraiment. Mais je ne suis pas certaine que nous devrions continuer à nous voir. Pourquoi ? Demanda-t-il, sentant une déception. Inattendu l'envahir. Parce que nos vies sont trop différentes. Parce que je ne veux pas être un projet caritatif ou une distraction exotique. Et parce que j'ai une fille dont je dois protéger les sentiments. Je comprends vos inquiétudes, répondit-il doucement. Mais je peux vous assurer que je ne vous vois ni comme un projet, ni comme une distraction. Quant à Aminata, je respecterai toujours votre rôle de mère et vos décisions concernant sa protection. Élodie le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. Que voulez-vous au juste, Alexandre? Je veux apprendre à vous connaître, répondit-il sincèrement. Je veux passer du temps avec quelqu'un qui me voit comme je suis, pas comme ce que je possède. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais j'aimerais avoir la chance de le découvrir. Elle soupira, visiblement partagée. Je ne peux rien vous promettre, dit-elle finalement. Je ne vous demande pas de promesses. Juste de ne pas fermer la porte. Un cri joyeux interrompit leur conversation. Maman! Une petite fille aux cheveux tressés avec des perles colorées courait vers eux, suivie par une femme d'un certain âge qui devait être la baby-sitter. « Aminata !» s'exclama Élodie en se penchant pour prendre sa fille dans ses bras. « Que fais-tu dehors à cette heure ?»« Madame Diallo m'a dit que tu rentrais, alors on est venu t'attendre, » expliqua la fillette avant de tourner son regard curieux vers Alexandre. « C'est qui le monsieur ?»« C'est un ami, ma chérie, il s'appelle Alexandre. »« C'est lui qui a offert les livres ?» demanda Aminata, ses yeux s'écarquillant. « Oui, c'est lui, » confirma Élodie avec un sourire. La petite fille s'approcha d'Alexandre et, à sa grande surprise, lui tendit solennellement la main. « Merci beaucoup pour les livres, monsieur. Je les aime très fort. » Alexandre s'accroupit pour se mettre à sa hauteur et serra délicatement sa petite main. « C'est moi qui te remercie pour ton joli dessin, Aminata. Il est accroché dans mon bureau maintenant. » Ce n'était pas vrai. Le dessin était encore dans la poche intérieure de sa veste, mais il avait déjà décidé qu'il l'encadrerait dès le lendemain. « Vraiment ?» demanda la fillette, les yeux brillants. « Vraiment ?» confirma-t-il. « Tu dessines très bien. » Aminata rayonna de fierté. « Tu veux voir mes livres ?» proposa-t-elle spontanément. « Je peux te les montrer. » Aminata intervint doucement. « Élodie, monsieur Alexandre doit rentrer chez lui maintenant, il est tard. » « En fait, dit Alexandre en se redressant, je n'ai aucun engagement ce soir. Si l'invitation tient toujours, il laissa sa phrase en suspens, regardant Élodie avec une expression interrogative. Il savait qu'il lui demandait beaucoup. L'inviter dans son foyer, la sphère la plus intime de sa vie, Élodie hésita, puis jeta un regard à sa fille qui sautillait d'impatience. « D'accord, céda-t-elle finalement. Mais je vous préviens, notre appartement n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est précisément ce qui m'intéresse, répondit-il avec un sourire. Après avoir remercié et payé la baby-sitter, ils montèrent les 6 étages à pied, l'ascenseur étant en panne depuis 3 mois, selon Élodie. Aminata babillait joyeusement, racontant sa journée d'école à sa mère tout en jetant des regards curieux à Alexandre. L'appartement était petit, mais impeccablement tenu. Un salon salle à manger qui devait faire à peine 20 mètres carrés. Une minuscule cuisine ouverte, et 2 portes qui menaient probablement aux chambres. Malgré l'espace restreint, l'endroit dégageait une chaleur et une personnalité qui manquaient cruellement au penthouse d'Alexandre. Des tissus colorés décorèrent les murs, des photos encadrées montraient Élodie et Aminata à différents âges, et des étagères croulaient sous les livres soigneusement rangés. Dans un coin, un petit bureau était visiblement dédié aux devoirs d'Aminata. « C'est très accueillant », dit sincèrement Alexandre. « C'est petit, mais c'est chez nous, » répondit Élodie. « Aminata, va te laver les mains pendant que je prépare le dîner. »« Est-ce que monsieur Alexandre reste manger avec nous ?» demanda la fillette avec espoir. Élodie regarda Alexandre qui s'empressa de dire « Je ne voudrais pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas si je vous invite ?» répondit-elle avec un sourire. « Et j'ai l'impression qu'Aminata ne me le pardonnerait pas si je vous laissais partir maintenant. Restez si vous n'avez rien de prévu. » « Avec plaisir. »
accepta-t-il touché par cette invitation spontanée. « Super !» s'exclama Aminata en courant vers sa chambre. « Je vais chercher mes livres pour te les montrer. » Pendant qu'Élodie s'affairait dans la cuisine, Alexandre s'approcha pour lui proposer son aide. « Je peux faire quelque chose ?» Elle le regarda avec amusement. « Savez-vous cuisiner ?»« Pas vraiment, » admit-il. « Mais je peux apprendre. »« Alors vous pouvez éplucher ces carottes, » dit-elle en lui tendant un économe et quelques légumes. « Nous faisons un mafé, un plat sénégalais. J'espère que vous aimez l'arachide et les épices. »« J'adore découvrir de nouvelles saveurs, » répondit-il en retroussant ses manches. Ils cuisinèrent côte à côte, Élodie lui expliquant patiemment les étapes de la recette, tandis qu'Aminata, revenue avec sa pile de livres, s'installait à la table pour dessiner. L'ambiance était détendue, chaleureuse, loin du formalisme auquel Alexandre était habitué. « Vous faites ça tous les soirs ?» demanda-t-il à Élodie tandis qu'elle surveillait la cuisson de la viande. « Quand je ne suis pas trop fatigué, oui. Sinon, je prépare des plats le week-end que nous réchauffons. C'est important pour moi qu'Aminata mange des repas faits maison, comme je le faisais enfant. » Alexandre observa la petite fille qui dessinait consciencieusement, tirant la langue sous l'effet de la concentration. « Elle vous ressemble beaucoup, » remarqua-t-il. « Pas seulement physiquement. »« Comment ça ? Cette façon de se plonger entièrement dans ce qu'elle fait, cette concentration, je l'ai remarqué chez vous aussi. » Élodie sourit. « Ma mère disait toujours que j'étais trop sérieuse enfant. Je suppose que certains traits se transmettent. » Le dîner fut délicieux, bien meilleur que nombre de repas dans des restaurants étoilés qu'Alexandre avait fréquentés récemment. La conversation était animée principalement par Aminata, qui semblait avoir adopté Alexandre sans réserve. Elle lui montra fièrement ses livres, ses dessins, ses résultats scolaires. « Je serai écrivaine quand je serai grande », annonça-t-elle avec conviction. « Comme ça, je pourrai raconter plein d'histoires. »« C'est un très beau projet », approuva Alexandre. « Tu as déjà écrit des histoires ?»« Plein », affirma-t-elle en courant chercher un cahier qu'elle lui tendit avec fierté. Alexandre le feuilleta avec attention, découvrant des récits courts illustrés par la fillette elle-même. Des histoires de princesses, d'animaux parlants, mais aussi des contes visiblement inspirés par les légendes sénégalaises que sa mère devait lui raconter. « C'est impressionnant, » dit-il sincèrement. « Tu as beaucoup d'imagination. » Maman dit que l'imagination, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus elle devient forte. « Ta maman est très sage, » sourit Alexandre en échangeant un regard complice avec Élodie. Après le dîner, Aminata insista pour qu'Alexandre lui lise une histoire avant de se coucher. Élodie hésita puis acquiesça voyant l'enthousiasme de sa fille. « Une seule alors, il est déjà tard. » Alexandre suivit Aminata dans sa petite chambre colorée où des dessins et des posters d'animaux décorèrent les murs. La fillette lui tendit un livre de contes africains, l'un de ceux achetés grâce à sa carte cadeau, et s'installa confortablement dans son lit. La lecture du conte, l'histoire d'un lièvre rusé qui triomphait d'un lion arrogant, fut un moment privilégié qu'Alexandre n'avait jamais expérimenté. La façon dont Aminata buvait ses paroles, interrompant parfois pour poser une question ou faire une remarque, la lueur d'émerveillement dans ses yeux, tout cela créait une magie qu'aucune transaction financière, aussi importante soit-elle, n'avait jamais suscité en lui. Lorsque l'histoire fut terminée et qu'Aminata commença à somnoler, Alexandre se leva doucement. « Bonne nuit, Aminata. »« Bonne nuit, monsieur Alexandre, » murmura-t-elle. « Tu reviendras lire d'autres histoires ?» La question le prit au dépourvu. Il jeta un regard vers la porte où Élodie se tenait, silencieuse. « Si ta maman est d'accord, j'en serai ravi, » répondit-il prudemment. Aminata sourit et ferma les yeux, visiblement satisfaite de cette réponse. Dans le salon, pendant qu'Élodie préparait du thé, un silence confortable s'installa entre eux. « Votre fille est extraordinaire, » dit finalement Alexandre. « Merci, » répondit Élodie en lui tendant une tasse fumante. « Elle s'attache facilement, peut-être trop. Je vous demande d'être prudent avec ses sentiments. »« Je comprends votre inquiétude, » dit-il sérieusement. « Je vous promets que je ne ferai rien qui puisse la blesser. » Élodie l'observa par-dessus sa tasse, ses yeux verts reflétant la lumière tamisée de la lampe. « Pourquoi êtes-vous ici, Alexandre? Vraiment ?» Il réfléchit longuement avant de répondre, voulant être parfaitement honnête. « Au début, c'était de la curiosité, je suppose. Vous étiez différente, authentique. Puis j'ai découvert que parler avec vous me faisait du bien, que vous me faisiez voir les choses sous un angle nouveau. » Il prit une gorgée de thé avant de continuer. « Et maintenant je réalise que je me sens plus vivant ici, dans cet appartement de 20 mètres carrés à Montfermeil,
que dans tous les palaces que j'ai fréquentés ces dernières années. Ce n'est pas une réponse à ma question, dit doucement Élodie. Non, en effet, admit-il. La vérité, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi je suis ici. Je sais seulement que je veux y être, que je veux vous connaître davantage, vous et Aminata, que je veux explorer ce que je ressens quand je suis avec vous. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. De la paix, répondit-il simplement. Et quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir peut-être. Élodie baissa les yeux, visiblement émue par cette confession. Alexandre, je ne veux pas que vous vous fassiez des illusions. Je suis une mère célibataire, femme de chambre, immigrée. Notre rencontre est un hasard, une anomalie statistique. Dans quelques jours ou quelques semaines, vous retournerez à votre vie, et nous à la nôtre. Et si je ne voulais pas que ce soit ainsi ? Demanda-t-il en se penchant légèrement vers elle. La vie n'est pas un conte de fées, répondit-elle avec un sourire triste. Les milliardaires et les femmes de chambre ne finissent pas ensemble, sauf dans les romans à l'eau de rose. Peut-être sommes-nous l'exception qui confirme la règle, suggéra-t-il. Elle secoua la tête, mais son sourire s'était adouci. Vous êtes un idéaliste, sous vos dehors de businessman pragmatique. Uniquement quand quelque chose en vaut vraiment la peine, répondit-il en soutenant son regard. Le moment sembla suspendu dans le temps, chargé de possibilités non exprimées. Puis Élodie se leva doucement. Il est tard, et nous travaillons tous les deux demain. Alexandre comprit le message et se leva à son tour. Merci pour cette soirée. Le dîner était délicieux et la compagnie encore plus. À la porte, il hésita, ne sachant comment prendre congé. Élodie résolut son dilemme en lui tendant la main. Bonne nuit, Alexandre. Il prit sa main, la retenant un peu plus longtemps que nécessaire. Puis-je vous revoir, vous et Aminata? Elle sembla peser sa réponse. Samedi, nous allons habituellement au parc de la Villette. Aminata aime le jardin du Dragon. Puis-je vous y retrouver? Si vous voulez, répondit-elle, et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation mêlée d'incertitude. À samedi alors, dit-il en relâchant finalement sa main. Sur le chemin du retour dans le taxi qu'il avait appelé, Alexandre contemplait les lumières de la ville qui défilaient. Il se sentait étrangement léger, comme libéré d'un poids qu'il n'avait pas conscience de porter. Quelque chose avait changé en lui depuis cette rencontre fortuite à l'entrée de service de l'hôtel. Quelque chose d'important, d'essentiel même. Pour la première fois depuis des années, il avait hâte que les jours passent, non pour conclure une affaire ou finaliser une acquisition, mais simplement pour retrouver une femme et sa fille dans un parc parisien. Les 2 jours qui suivirent parurent interminables à Alexandre. Il participa à ces réunions, prit des décisions importantes, signa des contrats, mais son esprit était ailleurs. Ses collaborateurs le remarquèrent, certains s'inquiétant de sa distraction inhabituelle, d'autres spéculant sur une possible nouvelle acquisition qui mobiliserait son attention. Paul, son assistant personnel depuis 5 ans, fut le seul à oser l'interroger directement. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» demanda-t-il, alors qu'ils quittaient ensemble une réunion du conseil d'administration où Alexandre avait été particulièrement silencieux. « Parfaitement bien, Paul. Pourquoi ? Vous semblez ailleurs ces derniers jours. Préoccupé. » Alexandre sourit. « Pas préoccupé. Disons plutôt contemplatif. » Paul le regarda avec curiosité mais n'insista pas. Il connaissait suffisamment son patron pour savoir quand ne pas pousser plus loin. « Vous avez des projets pour ce week-end » demanda-t-il plutôt, consultant son tablette pour vérifier l'agenda d'Alexandre. « Oui, en fait. Annulez mon déjeuner de samedi avec Martino. Dites-lui que nous reportons à la semaine prochaine. » Paul masqua sa surprise. Alexandre n'annulait jamais de rendez-vous professionnels, surtout pas avec quelqu'un comme Martino, un investisseur clé dans leur dernier projet immobilier. « Bien sûr. Voulez-vous que je le remplace par autre chose ?»« Non. Laissez ma journée libre. » Devant l'expression interloquée de son assistant, Alexandre ajouta « J'ai besoin de temps pour réfléchir à certaines choses. »« Je comprends, » répondit Paul, bien qu'il fût évident qu'il ne comprenait pas du tout. Le samedi matin, Alexandre se réveilla avant son alarme, une excitation presque enfantine l'habitant. Il passa plus de temps que d'habitude à choisir ses vêtements, optant finalement pour une tenue décontractée. Jeans, t-shirt simple et veste légère qui ne hurlerait pas « milliardaire en visite dans un parc public ». Il hésita longuement devant son dressing, puis saisit une petite boîte dans laquelle il gardait quelques objets personnels. Il en sortit une montre basique,
un Swatch qu'il avait acheté avec son premier salaire et qu'il n'avait pas porté depuis des années. Elle fonctionnait toujours, et il la passa à son poignet à la place de sa Patek Philippe habituelle. Avant de partir, il s'arrêta dans une librairie pour enfants et ressortit avec un paquet soigneusement emballé. Puis, ignorant son chauffeur qui l'attendait comme chaque matin, il héla un taxi pour se rendre à la Villette. Le parc était animé en ce samedi ensoleillé de printemps. Des familles pique-niquaient sur les pelouses, des enfants couraient partout, des musiciens improvisés donnaient une ambiance festive à l'ensemble. Alexandre se dirigea vers le jardin du dragon, ce terrain de jeu unique en forme de dragon géant que les enfants pouvaient escalader. Il repéra rapidement Élodie, assise sur un banc tandis qu'Aminata grimpait avec agilité sur la structure. Elle portait une robe simple aux motifs africains colorés qui mettait en valeur sa silhouette élancée, et ses cheveux étaient noués en un foulard assorti. Même dans cette tenue décontractée, elle irradiait une élégance naturelle qui la faisait se démarquer. Lorsqu'elle l'aperçut, un sourire illumina son visage, et Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une réaction qu'il avait l'habitude d'éprouver, lui qui se targuait de son sang-froid en toutes circonstances. « Bonjour », dit-il en s'approchant. « Bonjour », répondit-elle. « Je ne savais pas si vous viendriez vraiment. J'avais peur que... Vous pensiez cela, alors je me suis assuré d'être en avance, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Monsieur Alexandre » s'écria Aminata, qui venait de le repérer. Elle descendit rapidement du dragon et courut vers eux. « Tu es venu voir le dragon ?»« Je suis venu vous voir toutes les deux, » corrigea-t-il gentiment, « et j'ai apporté quelque chose pour toi. » Il lui tendit le paquet, que la fillette déballa avec enthousiasme pour découvrir un carnet à dessin relié en cuir souple, accompagné d'une boîte de crayons et de feutres de qualité professionnelle. « Pour tes histoires, » expliqua-t-il. « Tu pourras y écrire et les illustrer comme une vraie écrivaine. » Les yeux d'Aminata s'écarquillèrent de bonheur. « Merci, merci, merci !» s'exclama-t-elle en serrant le carnet contre elle avant de se jeter dans ses bras. Alexandre, pris au dépourvu par cette effusion, resta un instant figé avant de refermer maladroitement ses bras autour de la petite fille. Il croisa le regard d'Élodie par-dessus la tête d'Aminata, craignant sa désapprobation, mais ne vit que tendresse dans ses yeux. « C'est très généreux, » dit-elle doucement. « Je peux dessiner tout de suite ?» demanda Aminata en s'écartant. « Bien sûr, » répondit Élodie, « mais reste où nous pouvons te voir. » La fillette acquiesça sérieusement et s'installa sur un banc proche, déjà plongée dans l'exploration de ses nouveaux trésors. « Elle est tellement enthousiaste, » remarqua Alexandre en la regardant. « C'est rafraîchissant. Les enfants savent encore s'émerveiller sans retenue, » approuva Élodie. « C'est un don que nous perdons en grandissant. »« Pas tous, » dit-il en la regardant. « Vous avez gardé cette capacité, je crois. » Elle sourit, un peu gênée par ce compliment. « Vous avez l'air différent aujourd'hui, » remarqua-t-elle en désignant sa tenue. « J'essaie de m'adapter à mon environnement, » plaisanta-t-il, « et aussi d'être simplement moi-même. » Le vrai Alexandre Rivière? J'essaie de le retrouver, admit-il. Ces dernières années, je me suis tellement identifié à mon rôle, à mon entreprise, que j'ai un peu perdu de vue qui j'étais en dehors de cela. Ils passèrent la matinée à discuter tranquillement, interrompus régulièrement par Aminata, qui venait leur montrer ses dessins ou les inviter à jouer. Alexandre se prêta à tous ces jeux avec un enthousiasme qui le surprit lui-même. Il grimpa sur le dragon, participa à une chasse au trésor imaginaire et se retrouva même à pousser la fillette sur une balançoire, sous le regard amusé d'Élodie. « Vous êtes plein de surprises, » lui dit-elle, tandis qu'il s'installait sur une pelouse pour pique-niquer, Aminata étant retournée à son carnet à dessin. C'est-à-dire, je n'aurais jamais imaginé que le grand Alexandre Rivière saurait jouer aussi naturellement avec une enfant de 6 ans. Moi non plus, à vrai dire, admit-il en riant. Mais c'est facile avec Aminata, elle est tellement authentique. Les enfants le sont toujours, c'est nous les adultes qui apprenons à porter des masques. Alexandre la regarda déballer le pique-nique qu'elle avait préparé. Des sandwichs simples, des fruits, une salade et des biscuits faits maison. J'aurais dû apporter quelque chose, dit-il, se sentant soudain inadéquat. Votre présence suffit, répondit-elle simplement. Aminata est ravie que vous soyez là. Et vous? Osa-t-il demander. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, il y vit une vulnérabilité qu'elle dissimulait habituellement. Moi aussi, admit-elle doucement. Ce simple aveu créa entre eux une proximité nouvelle, plus intime. Après le repas, Aminata, repue et fatiguée par ses aventures matinales, s'allongea sur la couverture
et s'endormit rapidement, son précieux carnet serré contre elle. Alexandre et Élodie se retrouvèrent dans un cocon de tranquillité au milieu de l'animation du parc. « Elle est adorable », murmura-t-il en regardant la fillette endormie. « Elle est toute ma vie », répondit Élodie avec une tendresse infinie dans la voix. « Tout ce que je fais, c'est pour elle, pour lui offrir les opportunités que je n'ai pas eues. Que souhaitez-vous pour elle ?» Élodie réfléchit un moment avant de répondre, qu'elle puisse choisir sa vie, son métier, ses rêves, qu'elle ne soit jamais limitée par sa naissance ou sa condition. « C'est un beau souhait », approuva Alexandre. « Et pour vous, quels sont vos rêves ?» La question sembla la surprendre, comme si personne ne la lui avait posée depuis longtemps. « J'avais commencé des études de littérature à Dakar, dit-elle finalement. Parfois, je me demande ce que serait ma vie si j'avais pu les terminer. Il n'est pas trop tard, suggéra-t-il. Elle eut un petit rire triste. Entre mon travail et Aminata, je n'ai guère de temps pour reprendre des études. Mais si vous pouviez, si le temps et l'argent n'étaient pas des obstacles, j'aimerais peut-être enseigner, dit-elle rêveusement. Partager mon amour de la littérature, ouvrir des horizons à des jeunes comme moi à l'époque. Alexandre l'écoutait attentivement, frappé par la modestie de ses ambitions comparée à l'ampleur de son potentiel. « Vous feriez une excellente enseignante, dit-il sincèrement. Elle sourit, visiblement touchée par ce compliment. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Si vous pouviez tout recommencer, que feriez-vous différemment ?» La question le fit réfléchir profondément. Personne ne la lui avait jamais posée, et il réalisa qu'il ne se l'était jamais posée lui-même. « Je crois que j'aurais cherché un meilleur équilibre, » dit-il finalement, « entre réussir professionnellement et vivre pleinement. J'ai consacré 20 ans de ma vie à construire mon entreprise, et un jour, je me suis réveillé en réalisant que je n'avais rien construit d'autre. Vous semblez avoir réussi. Au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer, fit remarquer Élodie. Mais à quel prix, répondit-il doucement. 2 divorces, pas d'enfants, peu d'amis véritables, un appartement magnifique où je ne fais que dormir, des vacances que j'interromps pour des conférences téléphoniques. Il regarda Aminata qui dormait paisiblement. En vous voyant avec elle, je réalise tout ce que j'ai manqué en poursuivant uniquement la réussite professionnelle. Élodie posa doucement sa main sur la sienne, un geste simple mais qui le bouleversa. Vous êtes encore jeune, Alexandre. Il n'est pas trop tard pour changer de cap. Vous croyez? J'en suis certaine, dit-elle avec une conviction qui le toucha. Ils restèrent ainsi, main dans la main, regardant Aminata dormir et les autres familles profiter du parc. Ce moment de quiétude partagée valait pour Alexandre toutes les réussites professionnelles qu'il avait connues. Lorsqu'Aminata se réveilla, ils visitèrent ensemble la Cité des Sciences, voisine, où la fillette s'émerveilla des expositions interactives. Alexandre se surprit à redécouvrir le monde à travers ses yeux, à s'enthousiasmer pour des phénomènes scientifiques qu'il connaissait mais n'avait jamais vraiment contemplés avec émerveillement. En fin d'après-midi, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Aminata glissa spontanément sa petite main dans celle d'Alexandre, prenant son autre main dans celle de sa mère. Ce geste simple, cette confiance innocente, provoqua chez lui une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À la station de métro, il fut temps de se séparer. « Je vous raccompagne », proposa-t-il. « Ce n'est pas nécessaire », répondit Élodie. « Nous connaissons le chemin. S'il te plaît, viens avec nous », insista Aminata en tirant sur sa main. « Tu pourrais lire encore une histoire. » Alexandre regarda Élodie, la question muette dans ses yeux. « Une autre fois peut-être », dit-elle doucement. « Monsieur Alexandre a sûrement d'autres projets pour ce soir ?»« En fait, non, » répondit-il. « Ma soirée est entièrement libre. » Élodie hésita puis sourit. « Dans ce cas, nous serions heureuses de vous avoir pour le dîner. N'est-ce pas, Aminata ?»« Oui !» s'exclama la fillette en sautillant. Le trajet en métro fut une nouvelle expérience pour Alexandre, qui observait avec fascination les interactions entre les passagers, la façon dont Élodie et Aminata naviguaient dans cet environnement quotidien pour elle, mais presque exotique pour lui. À Montfermeil, ils s'arrêtèrent dans une petite épicerie où Élodie acheta les ingrédients pour le dîner. Alexandre insista pour porter les sacs et payer les courses, ce qu'elle accepta après quelques protestations. La soirée fut semblable à la précédente. Cuisine partagée, conversations animées par Aminata, dîner simple mais délicieux. Cette fois, c'est Alexandre qui proposa de lire l'histoire du soir, une offre qu'Aminata accepta avec enthousiasme. Lorsque la fillette fut endormie, Élodie et lui s'installèrent à nouveau dans le salon avec du thé. Mais cette fois,
Quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre eux, une tension douce, une attente silencieuse. « Cette journée était parfaite », dit Alexandre, rompant finalement le silence. « Oui », acquiesça Élodie. « Aminata l'a adoré. Et vous ?» Elle le regarda longuement avant de répondre « Moi aussi. Mais Alexandre, je dois être honnête avec vous. Je ne sais pas où tout cela nous mène. Faut-il nécessairement que cela nous mène? Quelque part ?» demanda-t-il doucement. « Ne pouvons-nous pas simplement profiter de ces moments? Les choses ne sont jamais si simples, » répondit-elle avec un sourire triste, « surtout quand un enfant est impliqué. Aminata s'attache déjà à vous. Et c'est un problème? Cela pourrait l'être si un jour vous décidez que cette distraction a assez duré. » Alexandre sentit une pointe de douleur à ces mots. « Est-ce ainsi que vous voyez les choses? Comme une distraction pour moi? N'est-ce pas ce... » « Que c'est ?» demanda-t-elle, une vulnérabilité évidente dans sa voix. « L'homme riche qui s'amuse à découvrir comment vivent les gens ordinaires? Une parenthèse exotique dans votre vie bien réglée? »« Non, » répondit-il fermement en se rapprochant d'elle sur le canapé. « Ce n'est pas du tout ce que c'est pour moi. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Il chercha ses mots, voulant être parfaitement honnête. « C'est une révélation. Ces moments avec vous et Aminata me font réaliser tout ce qui manque à ma vie. La simplicité, l'authenticité, la joie pure d'être ensemble sans prétention ni calcul. » Il prit doucement sa main dans la sienne. « Élodie, je ne sais pas exactement ce que je ressens, mais je sais que c'est réel et profond. Ce n'est pas une distraction ou une curiosité passagère. C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil. » Elle ne retira pas sa main, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. « Alexandre, nos vies sont tellement différentes. Vous vivez dans un monde auquel je n'appartiens pas, et inversement. Comment imaginer que cela puisse fonctionner? Peut-être que nos différences sont justement ce qui nous rapproche, suggéra-t-il. Vous me montrez ce qui manque à ma vie, et peut-être que je peux vous aider à réaliser certains de vos rêves. Je ne veux pas de votre aide, dit-elle fermement. Je ne veux pas être un projet de charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, se défendit-il. Je parlais d'un échange égal, pas d'une relation de bienfaiteur à bénéficiaire. Elle soupira visiblement partagée. Je ne sais pas, Alexandre. Tout cela me semble si improbable. La vie est pleine d'improbabilités, dit-il en souriant. Comment calculeriez-vous les chances que je vous observe compter vos pièces ce jour-là, que nous nous retrouvions à discuter dans votre appartement aujourd'hui? Et pourtant, nous sommes ici. Un sourire se dessina lentement sur les lèvres d'Élodie. Vous avez toujours réponse à tout, n'est-ce pas? C'est ce qui fait de moi un bon négociateur, plaisanta-t-il. Est-ce ce que vous faites? Négocier avec moi? Non, répondit-il sérieusement. Avec vous, je ne négocie pas. Je découvre. Quelque chose dans son regard dut la convaincre, car elle se pencha légèrement vers lui. Alexandre n'hésita qu'une fraction de seconde avant de combler la distance entre eux, posant délicatement ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux, hésitant d'abord, puis plus assuré. Lorsqu'ils se séparèrent, Élodie avait les joues rosies et les yeux brillants. « Eh bien, » murmura-t-elle, « voilà qui complique encore les choses. Ou qui les simplifie, » suggéra-t-il, en caressant doucement sa joue. Elle rit doucement, un son qui réchauffa le cœur d'Alexandre. « Vous êtes optimiste. »« Je préfère le terme « déterminé », répondit-il, avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois, le baiser fut plus profond, plus intense, révélant une passion qui couvait sous leurs échanges, mesurés des derniers jours. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. « Je devrais y aller », dit Alexandre à regret. « Il se fait tard. » Élodie acquiesça, bien que ses yeux semblaient dire le contraire. « Quand puis-je vous revoir ?» demanda-t-il en se levant. « Je travaille demain, » répondit-elle. « Mais je suis libre lundi soir. Aminata va dormir chez une amie après l'école. »« Lundi soir alors, » confirma-t-il. « Je passerai vous prendre ici à 19h. »« D'accord, » accepta-t-elle avec un sourire. À la porte, il l'embrassa une dernière fois, savourant la douceur de ses lèvres et la promesse silencieuse qu'elle contenait. « Bonne nuit, Élodie. »« Bonne nuit, Alexandre. » Sur le chemin du retour, dans le taxi qui le ramenait vers son penthouse luxueux mais vide, Alexandre réalisa qu'il souriait comme un adolescent après son premier rendez-vous. Quelque chose avait définitivement changé en lui, quelque chose de fondamental. Et pour la première fois depuis très longtemps, il avait hâte de découvrir ce que l'avenir lui réservait, non pas en termes de conquête professionnelle, mais de possibilités personnelles.
Le dimanche passa avec une lenteur inhabituelle pour Alexandre. Pour la première fois depuis des années, il ne consulta pas ses emails professionnels et laissa son téléphone de côté, préférant se plonger dans un roman qu'il avait acheté mais jamais ouvert. Il se surprit à penser constamment à Élodie et à Aminata, revivant mentalement les moments partagés la veille, anticipant leur prochaine rencontre. Lundi matin, il arriva à son bureau avec une énergie nouvelle qui ne passa pas inaperçue. « Vous semblez de bonne humeur, monsieur », remarqua Paul en lui tendant son agenda du jour. « C'est le printemps, Paul », répondit Alexandre avec un sourire énigmatique. « Le printemps a cet effet sur moi. » Son assistant le regarda avec curiosité, mais n'insista pas. La journée fut chargée. Une série de réunions importantes concernant l'acquisition d'une chaîne d'hôtels de luxe en Asie. En temps normal, un tel projet aurait monopolisé toute l'attention d'Alexandre. Mais aujourd'hui, il se surprit à regarder régulièrement sa montre, comptant les heures qui le séparèrent de sa soirée avec Élodie. À 17 heures, il annonça qu'il partait plus tôt, suscitant des regards étonnés parmi ses collaborateurs, habitués à le voir quitter le bureau bien après 21 heures. « Annulez mes appels de ce soir », dit-il à Paul. « Je ne serai pas joignable avant demain matin. »« Même pour monsieur Tanaka ?» demanda son assistant, faisant référence à un important investisseur japonais. « Même pour lui. Prenez un message, je le rappellerai demain. » De retour dans son penthouse, Alexandre passa plus de temps que d'habitude à se préparer. Il opta finalement pour une tenue élégante, mais pas ostentatoire. Un pantalon de toile beige, une chemise bleu clair et une veste de sport bien coupée. Il hésita devant sa collection de montres de luxe, puis choisit à nouveau sa vieille Swatch, désormais porteuse d'une signification particulière. À 18h30, il héla un taxi plutôt que d'appeler son chauffeur et se dirigea vers Montfermeil. Élodie l'attendait devant son immeuble, rayonnante dans une robe simple mais élégante d'un vert profond qui faisait ressortir ses yeux. Ses cheveux étaient librement dénoués sur ses épaules, et elle portait pour seul bijou une fine chaîne en or avec un petit pendentif. « Vous êtes magnifique », dit-il sincèrement en s'approchant. « Merci », répondit-elle avec un sourire timide. « Vous n'êtes pas mal non plus. J'ai réservé dans un petit restaurant du Marais, annonça-t-il. Rien de trop formel, mais on y mange très bien. Cela vous convient ? Parfaitement. » Dans le taxi qui les conduisait vers Paris, ils discutèrent de leurs journées respectives. Élodie lui raconta des anecdotes sur les clients de l'hôtel et Alexandre lui parla de son projet d'acquisition, surpris de constater à quel point il était facile de lui expliquer des concepts financiers complexes qu'il aurait jugés trop ennuyeux pour une conversation hors contexte professionnel. « Vous êtes fascinant quand vous parlez de votre travail », remarqua-t-elle. « Vos yeux s'illuminent. »« Vraiment ?» s'étonna-t-il. « La plupart des gens trouvent ces sujets assommants. Ce n'est pas le sujet qui est passionnant, c'est la passion que vous y mettez, expliqua-t-elle. On sent que vous aimez ce que vous faites, malgré ce que vous m'avez dit sur l'équilibre manquant dans votre vie. Cette observation le fit réfléchir. Vous avez raison, j'aime mon métier. C'est la façon dont je l'ai laissé envahir toute mon existence qui pose problème. Le restaurant était niché dans une ruelle pavée du Marais, avec une devanture discrète et un intérieur chaleureux aux murs de pierre apparente. Le patron accueillit Alexandre par son nom, mais sans la déférence excessive que l'on réservait habituellement aux milliardaires. Il les conduisit à une table isolée dans une alcôve, leur offrant intimité et tranquillité. « Vous venez souvent ici ?» demanda Élodie une fois installée. « C'était le restaurant préféré de ma mère », répondit Alexandre avec un sourire nostalgique. Elle aimait la cuisine traditionnelle française bien faite, sans chichi. Nous venions ici pour les grandes occasions quand j'étais enfant. C'était un luxe rare à l'époque. Elle n'y vient plus. Elle est décédée il y a 12 ans. Cancer du pancréas. Élodie posa doucement sa main sur la sienne. « Je suis désolé. Elle aurait aimé vous rencontrer, » dit-il spontanément. Elle disait toujours qu'on pouvait juger un homme à la façon dont il traitait les personnes qui ne pouvaient rien lui apporter. « Une femme sage, » commenta Élodie, « et votre père. Toujours vivant, mais nous ne nous parlons plus guère. Il n'a jamais approuvé ma façon de faire des affaires, trop agressive à son goût, trop capitaliste. Il a des principes. Oui, et je les respecte, même si nous ne sommes pas d'accord. Il vit modestement dans une maison de retraite près de Toulouse. Il refuse que je l'aide financièrement, mais j'ai arrangé discrètement avec la direction pour qu'il bénéficie des meilleurs soins. » Élodie sourit. « Vous êtes plus sentimental que vous ne le laissez paraître. »« Ne le dites à personne, plaisanta-t-il.
Cela ruinerait ma réputation de requin sans cœur. Le dîner fut délicieux. Des plats traditionnels français préparés avec des ingrédients simples, mais de qualité exceptionnelle. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant avec plaisir leur goût commun en matière de littérature et de cinéma, mais aussi leurs différences enrichissantes. Élodie lui fit découvrir des auteurs africains qu'il ne connaissait pas, et il lui parla de compositeurs classiques qu'elle n'avait jamais écoutés. Au dessert, une tarte au citron meringuée que le chef préparait selon la recette de sa grand-mère, Alexandre osa aborder un sujet plus personnel. « Élodie, je dois vous avouer quelque chose. » Elle leva les yeux de sa tarte, soudain attentive. « Je n'ai pas cessé de penser à vous depuis notre rencontre. À vous et à Aminata. Ces moments que nous avons partagés, ils m'ont touché plus profondément que je ne saurais l'expliquer. » Elle garda le silence, l'encourageant à continuer d'un regard. « Je sais que nos vies sont différentes, que tout semble nous séparer, mais je ressens une connexion avec vous que je n'ai jamais éprouvée auparavant, et je ne veux pas que cela s'arrête. Qu'êtes-vous en train de me dire exactement, Alexandre ?» demanda-t-elle doucement. « Je vous demande une chance d'explorer ce que nous pourrions construire ensemble, sans préjugés, sans attentes préétablies. Juste voir où cela nous mène. » Élodie baissa les yeux, semblant peser ses mots. « J'ai peur, » admit-elle finalement. « Peur de m'attacher et de souffrir. Peur qu'Aminata s'attache et souffre encore plus. Nos mondes sont tellement différents, Alexandre. Je comprends vos craintes, dit-il en prenant sa main. Elles sont légitimes. Mais parfois il faut risquer d'avoir mal pour avoir une chance d'être vraiment heureux. N'est-ce pas ce que vous avez fait en quittant le Sénégal ?» Un sourire fragile apparut sur les lèvres d'Élodie. « Vous utilisez mes propres expériences contre moi. C'est déloyal. Je préfère dire que j'apprends à vous connaître, » répondit-il avec un sourire. Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. « D'accord, » dit-elle, finalement. « Essayons, mais à une condition. » Laquelle ? Que nous prenions notre temps, que nous n'allions pas trop vite, surtout vis-à-vis d'Aminata. « Je vous le promets, » dit-il solennellement. Ils scellèrent cet accord d'un regard, conscients de franchir ensemble un seuil important. Après le dîner, ils se promenèrent main dans la main le long de la Seine, admirant Paris illuminé. La nuit était douce, l'air parfumé des senteurs printanières. Sur le pont des Arts, ils s'arrêtèrent pour contempler la cathédrale Notre-Dame dont la silhouette majestueuse se découpait sur le ciel nocturne. « J'ai toujours aimé Paris la nuit », murmura Élodie. « Elle devient magique, comme dans les films. »« Je n'ai jamais pris le temps de vraiment la regarder », admit Alexandre. « J'y ai toujours vécu, mais je ne l'ai jamais vraiment vue. Peut-être que nous voyons mieux à travers les yeux des autres, » suggéra-t-elle. Il se tourna vers elle, frappé par la justesse de cette observation. « C'est exactement ce que vous me faites, Élodie. Vous me faites voir ce que j'ai toujours eu sous les yeux sans jamais le remarquer. » Dans un mouvement fluide, il l'attira contre lui et l'embrassa tendrement, savourant la sensation de ses lèvres douces contre les siennes. Elle répondit à son baiser, ses bras s'enroulant naturellement autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent, ils restèrent front contre front, partageant le même souffle. « Je pourrais m'habituer à cela, » murmura-t-elle. « C'est exactement mon intention, » répondit-il avant de l'embrasser à nouveau. Plus tard, alors qu'il la raccompagnait chez elle, Alexandre sentit qu'un changement irréversible s'était opéré en lui. Cette femme, rencontrée par hasard quelques jours plus tôt, avait déjà transformé sa façon de voir le monde, de se voir lui-même. Devant son immeuble, il l'embrassa une dernière fois, prolongeant ce moment aussi longtemps que possible. « Je dois aller chercher Aminata tôt demain, » dit-elle à regret. « Et vous ? Avez sans doute une journée chargée qui vous attend. Puis-je vous appeler demain ? » « J'aimerais beaucoup, » sourit-elle en lui tendant son téléphone pour qu'il y enregistre son numéro. « Bonne nuit, Élodie. »« Bonne nuit, Alexandre. » Il attendit qu'elle soit entrée dans l'immeuble avant de se diriger vers le taxi qui patientait. Sur le chemin du retour, il réalisa qu'il n'avait jamais ressenti un tel mélange d'excitation et de paix intérieure. Comme si une pièce manquante de sa vie venait enfin d'être trouvée. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Alexandre et Élodie se voyaient aussi souvent que leurs emplois du temps respectifs le permettaient. Il venait parfois la chercher après son service au Bristol, l'emmenant dîner dans des endroits discrets où ils pouvaient parler pendant des heures. D'autres fois, il passait la soirée chez elle, cuisinant avec Aminata et l'aidant à faire ses devoirs. La petite fille s'était rapidement attachée à lui, voyant en Alexandre une présence masculine stable qu'elle n'avait jamais connue.
Il prenait ce rôle très au sérieux, veillant à toujours tenir ses promesses envers elle et à respecter les limites fixées par Élodie. Pour la première fois de sa vie, Alexandre découvrait le bonheur des moments simples. Une balade à vélo dans un parc, une séance de cinéma en famille, un dimanche paresseux à lire des histoires. Il réalisa à quel point sa vie avait été vide, malgré tous ses succès professionnels. Bien sûr, tout n'était pas facile. Leur monde restait fondamentalement différent, et ces différences se manifestaient parfois de façon inattendue. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant étoilé où Alexandre avait ses habitudes, Élodie se sentit mal à l'aise face au traitement déférent que le personnel leur réservait. « Je déteste quand ils s'inclinent presque devant toi », dit-elle alors qu'ils quittaient l'établissement. « Comme si tu étais d'une autre espèce. » C'était la première fois qu'elle utilisait le tutoiement, mais ni l'un ni l'autre ne le releva. « Je suis désolé », répondit-il sincèrement. « Je n'y fais plus attention, mais je comprends que cela puisse être gênant. »« Ce n'est pas ta faute », soupira-t-elle. « C'est juste que, parfois je me demande si nous ne nous illusionnons pas, si cette bulle que nous avons créée peut vraiment tenir face au monde réel. »« Quelle partie du monde réel t'inquiète le plus ?» demanda-t-il doucement. « Tout. Ton milieu professionnel, tes amis, les médias qui te suivent. Comment réagirait-il en apprenant que le célèbre Alexandre Rivière sort avec une femme de chambre immigrée? Je me fiche complètement de ce qu'il pourrait en penser, répondit-il fermement. Vraiment? Tu es sûr que tu ne ressentirais jamais de gêne à me présenter à tes associés? À m'emmener à un gala de charité rempli de milliardaires? Alexandre s'arrêta et prit ses mains dans les siennes. Élodie, je serais fier de t'avoir à mon bras n'importe où. Tu es la femme la plus authentique, la plus intelligente et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. N'importe qui ayant la chance de te connaître ne pourrait que t'admirer. Elle sourit, touchée par sa sincérité, mais une ombre persistait dans son regard. Et si c'est moi qui ne me sens jamais à ma place dans ton monde, si je reste toujours l'étrangère, l'intruse, alors nous créerons notre propre monde, répondit-il simplement. Un monde où ni toi ni moi ne sommes des étrangers. Cette réponse sembla l'apaiser temporairement, mais Alexandre savait que la question reviendrait. Les différences de classe sociale, d'éducation, de milieu ne s'effaçaient pas par la seule force des sentiments. D'autres défis surgirent lorsqu'Alexandre proposa à Élodie et Aminata de passer un week-end dans sa maison de campagne en Normandie. La propriété, un ancien manoir restauré avec goût, était magnifique, mais intimidante pour Élodie. « C'est immense », murmura-t-elle en découvrant les lieux. « Trop ?» demanda-t-il, soudain inquiet. « Différent », répondit-elle diplomatiquement. « Très différent de ce que je connais. » Aminata, en revanche, était enchantée, courant d'une pièce à l'autre avec des exclamations ravies, particulièrement impressionnée par le grand escalier en bois qui lui rappelait les châteaux des princesses. Ce week-end fut révélateur pour eux trois. Élodie observa avec fascination comment Alexandre, habituellement si à l'aise dans les environnements luxueux, semblait presque intimidé lorsqu'il fallut allumer un feu dans la cheminée, une tâche qu'elle maîtrisait parfaitement grâce à son enfance au Sénégal. « Tu n'as jamais fait ça », s'étonna-t-elle, alors qu'il s'acharnait maladroitement sur les bûches. « Jamais, admit-il. Il y a toujours eu quelqu'un pour le faire à ma place. » Elle prit les choses en main, lui montrant patiemment comment disposer le petit bois et les bûches, comment créer un tirage efficace. En quelques minutes, un feu ronflait, joyeusement dans l'âtre. « Tu vois, ce n'est pas si compliqué, » dit-elle avec un sourire. « J'ai une excellente professeure, » répondit-il en l'attirant contre lui. Plus tard ce soir-là, après avoir bordé Aminata dans l'une des nombreuses chambres d'amis, ils s'installèrent devant la cheminée avec des verres de vin. « J'aime te voir ici, » dit Alexandre en contemplant Élodie baignée dans la lueur dorée des flammes. « C'est comme si tu donnais une âme à cette maison. »« Elle est magnifique, » admit-elle. « Mais tellement impersonnelle, on dirait une page de magazine de décoration. »« C'est exactement ce qu'elle est, » rit-il. « Je l'ai achetée il y a 5 ans et j'ai engagé un décorateur pour tout faire. Je viens rarement ici. C'était plus un investissement qu'un véritable foyer. »« C'est dommage, » dit-elle doucement. « Cet endroit pourrait être merveilleux pour une famille. » Le mot « famille » flotta entre eux, chargé de possibilités inexplorées. Alexandre prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Élodie, ces dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie. Pour moi aussi, admit-elle. Je sais que nous avons dit que nous prendrions notre temps, et je respecte cela. Mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. » Elle le regarda intensément, ses yeux reflétant les flammes. «
Je t'aime, Alexandre, dit-elle simplement, prononçant ces mots pour la première fois. Le cœur d'Alexandre sembla s'arrêter un instant avant de repartir à un rythme effréné. « Je t'aime aussi », répondit-il, surpris par l'émotion qui l'étreignait en prononçant ces mots. « Plus que je n'ai jamais aimé personne. » Leur baiser fut différent cette fois, plus profond, plus intense, porteur d'une promesse nouvelle. Sans un mot, Élodie se leva et lui tendit la main, l'invitant à la suivre vers la chambre principale. Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec tendresse et passion, découvrant leurs corps et leurs âmes dans une communion parfaite. Alexandre avait connu de nombreuses femmes dans sa vie, mais jamais il n'avait ressenti une telle connexion, un tel sentiment de plénitude. « Tu es la première femme qui me voit vraiment », murmura-t-il alors qu'il reposait enlacé dans la pénombre. « Pas mon argent, pas mon pouvoir, pas mon image publique, juste moi. Et tu es le premier homme qui me voit comme une personne entière », répondit-elle en caressant son visage. « Pas comme une femme de chambre, une immigrée ou une mère célibataire, juste moi. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Le lendemain matin, ils furent réveillés par Aminata qui bondit sur le lit avec l'énergie débordante propre aux enfants de son âge. « Maman, Alexandre, venez voir, il y a des chevaux dans le pré !» Alexandre rit et ébouriffa affectueusement les cheveux de la petite fille. « Ce sont les chevaux de la ferme voisine. Tu veux aller les voir de plus près après le petit déjeuner ?»« Oh oui !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants. La journée fut idyllique. Une promenade à cheval pour Aminata, sa première, un pique-nique au bord d'un étang sur la propriété, une chasse au trésor improvisée par Alexandre qui avait caché des petites surprises dans le jardin. Élodie observait avec émotion la complicité grandissante entre sa fille et cet homme qui était entré si soudainement dans leur vie. Le soir, alors qu'ils préparaient leurs affaires pour rentrer à Paris, Aminata demanda innocemment « Est-ce qu'on va revenir ici ? J'aime beaucoup cette maison. » Alexandre et Élodie échangèrent un regard. « Si ta maman est d'accord, vous pourrez revenir aussi souvent que vous le souhaiterez, » répondit Alexandre. « Ce serait bien qu'on habite ici tout le temps, » dit la fillette avec la franchise désarmante des enfants. « C'est beaucoup plus grand que notre appartement et il y a des chevaux. » Un silence gêné suivit cette déclaration. Élodie s'accroupit devant sa fille. « Chérie, notre vie est à Paris. Ton école, mes amis. Mais Alexandre pourrait venir habiter avec nous, ou on pourrait habiter dans sa grande maison à Paris. » Élodie jeta un regard d'excuse à Alexandre, qui sourit pour la rassurer. « Les choses ne sont pas si simples, ma puce, » expliqua-t-elle patiemment. « Alexandre et moi, nous apprenons encore à nous connaître. Mais vous vous aimez, non ?» insista Aminata. « Je vous ai vu vous faire des bisous. » Alexandre intervint, s'agenouillant à côté d'Élodie pour être au niveau d'Aminata. « Ta maman a raison, Aminata. Les adultes ont besoin de temps. Mais je te promets que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous deux. » La fillette sembla réfléchir intensément, puis hocha la tête. « D'accord. Mais je garde quand même ma chambre ici, hein ?» Ils éclatèrent de rire, la tension dissipée par l'innocence d'Aminata. Sur le chemin du retour vers Paris, alors qu'Aminata somnolait sur la banquette arrière de la voiture, Élodie prit la main d'Alexandre. « Merci pour ce week-end, c'était parfait. »« Oui, ça l'était, » approuva-t-il avant d'ajouter doucement, « Tu sais ce qu'a dit Aminata. Elle est trop petite pour comprendre la complexité de notre situation. » L'interrompit gentiment Élodie. « Ou peut-être voit-elle les choses plus clairement que nous, » suggéra-t-il, avec la simplicité de l'enfance. Élodie le regarda, surprise. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que peut-être devrions-nous envisager l'avenir ensemble, tous les trois. » Elle détourna le regard, soudain vulnérable. « Alexandre, cela fait à peine un mois que nous nous connaissons. Je sais, et je ne te demande pas de prendre une décision maintenant. Je dis simplement que c'est quelque chose que j'aimerais que nous explorions. L'idée d'une vie commune. » Elle resta silencieuse un long moment avant de répondre. « J'ai besoin de temps, pour être sûr que c'est réel, que ce n'est pas juste un conte de fées qui va s'évanouir au premier obstacle sérieux. »« Je comprends, » dit-il en portant sa main à ses lèvres. « Nous avons tout le temps du monde. » Mais le destin avait d'autres plans. 3 jours après leur retour de Normandie, alors qu'Alexandre était en réunion avec des investisseurs chinois, il reçut un appel d'Élodie. Il s'excusa et sortit pour répondre, inquiet, car elle ne l'appelait jamais pendant ses heures de travail. « Élodie, tout va bien ?» Sa voix tremblait à l'autre bout de la ligne. « Alexandre, c'est Aminata. Elle a eu un accident à l'école. Elle est tombée d'une structure de jeu. Son cœur se serra. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas. Je suis en route pour l'hôpital. Ils disent qu'elle a perdu conscience et qu'elle saigne de la tête.
Il entendit qu'elle commençait à pleurer. « Dis-moi où tu es. Je viens tout de suite. Hôpital Robert Debré. Je suis dans un taxi. J'y serai avant toi. Tiens bon, mon amour. » Il raccrocha et rentra dans la salle de réunion, le visage pâle. « Messieurs, je suis désolé, mais je dois partir immédiatement. Une urgence familiale. » Sans attendre leur réaction, il sortit en trombe et ordonna à son chauffeur de le conduire à l'hôpital pédiatrique, aussi vite que possible. Sur le trajet, il passa plusieurs appels, mobilisant ses contacts dans le milieu médical pour s'assurer qu'Aminata recevrait les meilleurs soins. À l'hôpital, il utilisa son influence pour obtenir immédiatement des informations. Aminata avait été admise aux urgences et était en train d'être examinée. Sa chute avait provoqué un traumatisme crânien. Mais les médecins ne pouvaient pas encore se prononcer sur la gravité de sa blessure. Lorsqu'Élodie arriva, il l'attendait dans le hall. Elle se précipita dans ses bras, tremblante. « Comment va-t-elle? Tu sais quelque chose? » « Elle est avec les médecins. Ils font des examens. Viens, j'ai arrangé pour que nous puissions attendre dans une salle privée près des urgences. » Il la guida vers une petite pièce où une infirmière vint bientôt leur donner des nouvelles préliminaires. Aminata avait repris conscience dans l'ambulance. Les radiographies n'avaient montré aucune fracture du crâne, mais on lui faisait passer un scanner pour vérifier s'il y avait des saignements internes. « Merci, » dit Alexandre, en serrant la main d'Élodie, qui semblait au bord de l'effondrement. « Tenez-nous informés dès que vous aurez les résultats. » Lorsque l'infirmière fut partie, Élodie se tourna vers lui. « Comment as-tu fait pour obtenir ces informations si rapidement? Pour cette salle privée? J'ai fait quelques appels, » dit-il simplement. « Ne t'inquiète pas pour ça. Concentrons-nous sur Aminata. » Elle acquiesça, reconnaissante, et se blottit contre lui, puisant dans sa force. 1 heure plus tard, un médecin entra dans la salle. Son expression était sérieuse, mais pas alarmante. « Madame Diallo, je suis le docteur Moreau, neurologue pédiatrique. Votre fille a subi une commotion cérébrale, mais le scanner ne montre pas de saignement interne, ce qui est une très bonne nouvelle. » Élodie laissa échapper un sanglot de soulagement. Elle est consciente et orientée, ce qui est également positif. Cependant, nous aimerions la garder en observation pour 24 à 48 heures, par précaution. Les traumatismes crâniens chez les enfants nécessitent une surveillance particulière. « Bien sûr, » acquiesça Élodie. « Pouvons-nous la voir? »« Elle vous réclame, » sourit le médecin. « Suivez-moi. » Aminata était allongée dans un lit d'hôpital, semblant minuscule sous les draps blancs. Un bandage entourait sa tête et elle avait quelques égratignures sur le visage, mais son regard s'illumina en voyant sa mère et Alexandre. « Maman, Alexandre !» s'exclama-t-elle faiblement. « J'ai fait un vol plané comme les acrobates. » Élodie se précipita vers elle, l'embrassant doucement en prenant garde à ses blessures. « Ma chérie, tu nous as fait tellement peur. Je suis désolée, » dit la fillette, soudain contrite. « Je voulais juste montrer à Léa que je pouvais grimper tout en haut. » Alexandre s'approcha à son tour, profondément ému par la vulnérabilité de cet enfant qui avait pris tant de place dans son cœur. « Hey, princesse, » dit-il doucement, « tu nous as fait une belle frayeur. »« Tu n'es pas fâchée ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Bien sûr que non, » la rassura-t-il. « Les accidents arrivent. L'important, c'est que tu ailles bien. »« Les docteurs ont dit que j'avais une commotion, » annonça-t-elle avec une certaine fierté, « et que je devais rester ici pour qu'ils vérifient que mon cerveau va bien. »« C'est exact, » confirma Élodie. « Et nous resterons avec toi. »« Tous les deux ?» demanda Aminata, ses yeux allant de sa mère à Alexandre. « Tous les deux, » confirma ce dernier. « Je ne vais nulle part. » Et il tint parole. Pendant les 2 jours qui suivirent, Alexandre ne quitta pas l'hôpital, annulant tous ses rendez-vous et déléguant ses responsabilités à ses collaborateurs. Il fit installer un lit supplémentaire dans la chambre d'Aminata pour qu'Élodie puisse se reposer, et veilla à ce que la petite fille ait tout ce dont elle avait besoin, des livres, des jeux, même un projecteur d'étoiles pour illuminer le plafond pendant la nuit. Le personnel de l'hôpital, qui avait d'abord été intimidé par la présence du célèbre milliardaire, fut rapidement touché par sa gentillesse et son dévouement envers cette petite famille. Personne ne fit de remarque sur le fait qu'il n'était ni le père ni un parent de l'enfant. Son amour pour elle était évident pour tous. Le soir du 2e jour, alors qu'Aminata dormait paisiblement, les médecins confirmèrent qu'elle pourrait rentrer chez elle le lendemain. Élodie et Alexandre sortirent un moment dans le couloir pour discuter. « Je ne pourrai jamais assez te remercier, » dit-elle, épuisée mais reconnaissante. « Sans toi, tout aurait été tellement plus difficile. Tu n'as pas à me remercier, » répondit-il en caressant sa joue. « Vous êtes ma famille maintenant, toutes les deux. » Élodie le regarda, surprise par cette déclaration. «
Je sais que c'est rapide, continua-t-il, mais ces 2 jours m'ont fait réaliser à quel point vous êtes importante pour moi. Je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Alexandre, laisse-moi finir, dit-il doucement. Je ne veux pas te mettre la pression. Je comprends que tu aies besoin de temps, que notre situation est complexe, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour que nous soyons ensemble, tous les 3. Elle resta silencieuse un long moment, ses yeux plongés dans les siens. Quand Aminata a eu cet accident, dit-elle finalement, tu es la première personne à qui j'ai pensé. Pas ma meilleure amie, pas mes collègues, toi, parce que je savais que tu ferais exactement ce que tu as fait. Être là, prendre soin de nous, nous soutenir sans poser de questions. Elle prit une profonde inspiration. Je t'aime, Alexandre, et je crois que je suis prête à envisager un avenir ensemble. Il la prit dans ses bras, submergé par l'émotion. Tu me rends tellement heureux, murmura-t-il contre ses cheveux. Mais nous devons y aller doucement, ajouta-t-elle. Pour Aminata, pour nous aussi. Bien sûr, approuva-t-il. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Ils restèrent enlacés dans le couloir de l'hôpital, conscients qu'ils venaient de franchir une étape cruciale dans leur relation. L'avenir était encore incertain, les défis nombreux, mais ils étaient désormais déterminés à les affronter ensemble. Le lendemain, lorsqu'Aminata fut autorisée à sortir, Alexandre insista pour les ramener chez lui, plutôt qu'à Montfermeil. « Mon appartement est plus proche de l'hôpital, si nous devons y retourner pour un contrôle, argumenta-t-il, et il y a plus d'espace pour qu'Aminata puisse se reposer confortablement. » Élodie hésita, mais la perspective de monter 6 étages à pied, avec une enfant convalescente, la convainquit d'accepter. « Juste pour quelques jours, » précisa-t-elle, « le temps qu'elle se remette complètement. » Mais lorsqu'ils arrivèrent au penthouse d'Alexandre, la réaction d'Aminata fut mémorable. « Waouh !» s'exclama-t-elle, en découvrant l'immense salon avec sa vue panoramique sur Paris. « On peut voir la tour Eiffel depuis ici. » Alexandre avait pris soin de préparer son appartement pour leur arrivée. La chambre d'amis avait été transformée en véritable paradis pour enfants, avec des peluches, des livres, et même une petite tente installée dans un coin pour qu'Aminata puisse s'y réfugier et lire tranquillement. « C'est pour moi tout ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout pour toi, princesse », confirma Alexandre, « pour que tu te sentes comme chez toi pendant que tu te reposes. » Élodie observait la scène, émue par tant d'attention. « Tu n'aurais pas dû faire tout ça, » murmura-t-elle. « Nous ne restons que quelques jours. »« J'en avais envie, » répondit-il simplement. « Et puis, qui sait, peut-être que vous reviendrez. » Les jours suivants établirent une routine étrangement naturelle. Alexandre travaillait depuis son bureau à domicile pour rester près d'elle. Élodie avait pris un congé pour s'occuper d'Aminata, mais elle se retrouva à explorer l'appartement, à réorganiser subtilement certains espaces pour les rendre plus chaleureux, plus vivants. Un soir, après avoir couché Aminata, elle rejoignit Alexandre sur la terrasse où il contemplait la ville illuminée. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en se blottissant contre lui. « À combien cet endroit a changé depuis que vous êtes là » répondit-il. « Avant, c'était juste un espace où je dormais. Maintenant, ça commence à ressembler à un foyer. » Elle sourit, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « J'ai remarqué que tu as déplacé quelques meubles, » ajouta-t-il avec un sourire, « et ajouté des coussins colorés au salon. J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-elle, soudain inquiète. « Je voulais juste rendre l'endroit plus accueillant, » compléta-t-il. « J'adore. En fait, je me demandais si tu accepterais de continuer. » De continuer quoi? De transformer cet appartement, d'en faire un véritable foyer, pour nous 3. Élodie se figea, comprenant soudain ce qu'il suggérait. « Alexandre, es-tu en train de me demander de vivre ici avec moi, toi et Aminata ?» Elle s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « C'est une décision énorme. Pour nous tous. Je sais, » acquiesça-t-il. « Et je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Je veux juste que tu y réfléchisses. Et mon travail? L'école d'Aminata? Nous trouverons des solutions. Tu pourrais quitter le Bristol si tu le souhaites, ou continuer si cela te plaît. Quant à Aminata, il y a d'excellentes écoles près d'ici, ou elle peut rester dans la sienne si tu préfères. Je l'y conduirai moi-même tous les jours si nécessaire. » Élodie semblait dépassée par toutes ces possibilités. « C'est beaucoup à absorber, » dit-elle finalement. « Je sais, » répéta-t-il en prenant ses mains. « Et comme je te l'ai dit, je n'attends pas de réponse immédiate. Je veux juste que tu saches que c'est ce que je désire. Un avenir avec vous deux. » Elle hocha la tête, émue par sa sincérité. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Sérieusement. Cette nuit-là, allongée dans le lit king size de la chambre d'amis,
Élodie ne put trouver le sommeil. La proposition d'Alexandre tournait dans sa tête avec toutes ses implications. Vivre ici, dans ce penthouse luxueux, devenir en quelque sorte la compagne officielle d'Alexandre Rivière. Comment réagirait le monde extérieur? Ses collègues du Bristol, les associés d'Alexandre, les médias qui suivaient de près la vie du milliardaire, et plus important encore, était-ce la bonne décision pour Aminata? Pour elle-même? Elle se leva silencieusement et se rendit dans la chambre de sa fille. Aminata dormait paisiblement, son visage détendu malgré les égratignures qui commençaient à peine à s'estomper. Elle semblait si petite, si vulnérable, et pourtant si confiante dans ce nouvel environnement. En la regardant, Élodie réalisa que sa fille avait déjà accepté Alexandre dans leur vie. Pour elle, c'était simple. Il était gentil, attentionné. Il lisait des histoires et jouait avec elle. Il rendait sa mère heureuse. Que fallait-il de plus? Peut-être, songea Élodie, les enfants avaient-ils raison de voir les choses si simplement? Peut-être que les adultes compliquaient inutilement les situations par peur, par doute, par expérience des déceptions passées. Elle retourna dans sa chambre et finit par s'endormir, sa décision prise. Le lendemain matin, Alexandre préparait le petit déjeuner lorsqu'elle entra dans la cuisine. Il leva les yeux, souriant. « Bonjour, bien dormi ?»« Pas vraiment, admit-elle. J'ai beaucoup réfléchi. » Son expression devint plus sérieuse. « À propos de ce que je t'ai demandé hier soir. Écoute, je ne voulais pas te mettre la pression. Nous avons tout le temps pour... »« Oui, l'interrompit-elle. Oui quoi? Oui, nous acceptons de vivre ici, Aminata et moi. » Alexandre resta immobile un instant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Puis un sourire radieux illumina son visage. « Tu es sérieuse? »« Très sérieuse, » confirma-t-elle avec un sourire. « Mais j'ai quelques conditions. Tout ce que tu voudras, » promit-il immédiatement. « Premièrement, je veux garder mon travail, au moins pour l'instant. C'est important pour moi d'avoir mon indépendance financière. » Il acquiesça, comprenant parfaitement. « Deuxièmement, je veux participer aux dépenses du foyer à hauteur de mes moyens. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « C'est non négociable, Alexandre. Je ne serai pas entretenu. »« D'accord, » céda-t-il. « Quoi? D'autres? » Troisièmement, nous devons être honnêtes avec Aminata sur la nature de notre relation, lui expliquer que nous nous aimons, que nous voulons vivre ensemble, mais que cela ne fait pas automatiquement de toi son père. « Bien sûr, » approuva-t-il. « La transparence est essentielle. » Et enfin, conclut-elle, nous prendrons les décisions importantes ensemble, comme une vraie famille. Alexandre s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Une vraie famille », répéta-t-il avant de l'embrasser tendrement. « C'est exactement ce que nous sommes. » À cet instant, Aminata entra dans la cuisine, se frottant les yeux ensommeillés. « Bonjour » bâilla-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner ?» Alexandre et Élodie échangèrent un regard complice. « Chérie, » commença Élodie en s'agenouillant devant sa fille. « Alexandre et moi avons quelque chose d'important à te dire. »« Vous allez vous marier ?» demanda innocemment Aminata. Les adultes éclatèrent de rire, surpris par cette déduction. « Non, pas encore, » répondit Élodie. « Mais nous avons décidé que nous allions vivre ici, tous ensemble. Si cela te convient, bien sûr. » Les yeux d'Aminata s'écarquillèrent. « On va habiter ici? Pour toujours? » « Pour commencer, oui, » confirma Alexandre en s'agenouillant à son tour. « Qu'en penses-tu » Pour toute réponse, la fillette se jeta dans leurs bras, les réunissant dans une étreinte spontanée qui valait tous les discours du monde. « Je crois que c'est un oui, » rit Élodie, les larmes aux yeux. « Je crois aussi, » approuva Alexandre, ému au-delà des mots. En ce matin ordinaire, dans la cuisine baignée de soleil du penthouse parisien, une nouvelle famille venait de naître. Une famille improbable, née d'une rencontre fortuite entre un milliardaire et une femme de chambre, comptant ses pièces pour un ticket de bus. La vie réservait parfois des surprises plus belles que tous les contes de fées. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Comment imaginez-vous la suite pour cette famille peu conventionnelle? Quels défis devront-ils encore affronter? Partagez vos impressions et vos idées dans les commentaires.